J'ai regardé la femme qui venait de m'appeler une parasite sans le sous-laisser tomber sa coupe de champagne en cristal. Elle s'est brisée sur le sol en marbre du Plaza Hotel, réduisant tout le salon au silence. Pendant 2 ans, Eleanor Harrington avait fait de ma vie un enfer, convaincue que j'étais une roturière désespérée d'obtenir le fonds fiduciaire de son fils. Mais alors que les lourdes portes en acajou s'ouvraient et que la garde royale annonçait l'arrivée de mon père, la couleur a quitté son visage parfaitement lifté. Pour comprendre comment je me suis retrouvé dans la ligne de mire de la matriarche la plus vicieuse de la haute société new-yorkaise, il faut comprendre pourquoi je me cachais en premier lieu. Je m'appelle Geneviève, pour mes collègues de la maison de vente aux enchères Christie's et Manhattan, où je travaillais comme jeune spécialiste en art impressionniste, j'étais Ève Laurent, une fille tranquille et travailleuse, venue d'une petite ville près de la frontière suisse. Je vivais dans un appartement sans ascenseur dans le West Village, buvais du café bon marché de Bodega et prenais le métro comme tout le monde. Mais mon passeport, en sécurité dans un coffre biométrique caché dans mon placard, portait un nom différent. Son Altesse royale, la princesse héritière Geneviève de la maison de Lane-Saxe. Mon père était le monarque régnant d'un petit État européen souverain, mais immensément riche. J'ai grandi dans un monde de protocoles étouffants, où chaque amitié était une manœuvre politique calculée et chaque prétendant était examiné pour son pedigree et sa valeur géopolitique. Après avoir obtenu mon diplôme de l'Institut Le Rosey, le pensionnat suisse incroyablement exclusif, où j'étais entouré des enfants de milliardaires et de dictatateurs qui voulaient juste être mon ami pour le pur capital social, j'ai supplié mon père pour 3 ans de liberté. 3 ans pour vivre comme une femme normale dans une ville où personne ne se souciait de la royauté européenne, à moins qu'elle ne soit en couverture d'un tabloïd. À contre-cœur, il a accepté, à condition que mon chef de la protection royale, un ancien officier du SAS nommé Garrett, reste dans un rayon de 2 pâtés de maison en tout temps. Pendant la première année, la vie était d'une banalité enivrante. J'ai appris à héler un taxi jaune sous la pluie. J'ai appris à établir un budget avec un salaire médiocre. Et puis, lors d'une visite privée d'une esquisse de dégâts récemment découverte, j'ai rencontré Nathaniel Harrington. Nathaniel était l'héritier présomptif de Harrington & Sons Equity, une firme légendaire de Wall Street qui gérait la fortune des familles arrivées en Amérique sur le Mayflower. Il était d'une beauté époustouflante, avec ce charme désinvolte de la côte Est, cultivé au sein de l'équipe d'aviron à Yale. Quand il s'est approché de moi, qui regardait le dégât avec un sourire amusé, il n'a pas vu une princesse. Il a vu une fille en blazer Zara qui en savait trop sur les pastels du 19e siècle. « Je ne comprends pas », a-t-il avoué en me tendant un verre d'eau pétillante. « On dirait que quelqu'un a renversé de la craie sur du papier. C'est le mouvement, pas la clarté. » Ai-je répondu en désignant l'arc délicat du pied de la ballerine. Il capture la seconde exacte avant qu'elle ne s'envole. Nathaniel a détourné le regard du tableau et m'a regardé droit dans les yeux. Je crois que je commence à en voir l'attrait. C'était une phrase toute faite, mais elle a marché. Nous sommes allés dîner ce soir-là dans un petit restaurant italien faiblement éclairé à Soho. Il n'a pas essayé de m'impressionner avec l'argent de sa famille, principalement parce que j'orientais activement la conversation loin de la richesse. Je lui ai dit que mon père travaillait dans l'administration gouvernementale chez nous, une énorme sous-estimation étant donné que mon père était le gouvernement et que ma mère était décédée quand j'étais jeune, ce qui était douloureusement vrai. Pendant les 6 premiers mois, notre relation a été une belle bulle isolée. Nous passions les dimanches matins à manger des bagels à Central Park, à l'abri de la réalité de son monde aristocratique et du mien. Garrett, mon garde du corps, se faisait passer pour un chauffeur privé ou se fondait simplement dans la foule, un fantôme silencieux assurant ma sécurité pendant que je tombais dangereusement amoureuse. Nathaniel me faisait me sentir choisie. Pas à cause de ma lignée, pas parce que j'étais l'héritière d'une couronne, mais juste parce que j'étais Ève. J'ai commencé à sérieusement envisager de lui dire la vérité. J'ai pratiqué le discours devant le miroir de ma salle de bain, cherchant les mots pour expliquer que la femme avec qui il partageait une part de pizza à 5 $ possédait une collection de diadèmes datant d'avant la Révolution française. Mais avant que je puisse trouver le bon moment, la bulle a éclaté. L'été est arrivé, et Nathaniel a insisté pour que je rencontre sa famille. Ce sera juste un week-end décontracté, a-t-il promis en m'embrassant le sommet de la tête pendant que nous faisions mon sac de sport.
Nous allons à Highfield, c'est le domaine de ma mère à Southampton. Elle organise un petit dîner samedi, mais sinon, ce sera juste la famille. J'aurais dû savoir que dans le lexique des Harrington, décontracté était un terme armé. Alors que le Range Rover noir de Nathaniel descendait Meadow Lane, le summum absolu de l'immobilier des Hampton, mon estomac s'est noué. Je n'étais pas intimidé par la richesse. J'ai grandi dans un palais littéral, mais j'étais terrifié par le scrutin. Nous avons traversé un portail imposant en fer forgé, le gravier craquant sous les pneus tandis qu'un manoir tentaculaire de style Gatsby apparaissait. Debout sur le portique, flanqué de 2 membres du personnel impeccablement vêtus, se tenait Eleanor Harrington. Même de loin, j'ai senti la température chuter. Eleanor était une femme qui armait son élégance. Elle portait un tailleur Chanel immaculé en lin blanc, ses cheveux blonds glacés coiffés en un brushing parfait qui défiait la brise côtière humide. Alors que je sortais de la voiture, ses yeux bleu pâle se sont fixés sur moi, me scannant de la tête aux pieds comme un agent des douanes inspectant de la contrebande. « Maman » a dit Nathaniel en la saluant d'un baiser sur la joue. « Voici Yves. » Eleanor n'a pas tendu la main. Au lieu de cela, elle a offert un sourire crispé, d'une politesse terrifiante, qui n'atteignait pas ses yeux. « Ève, comme c'est rustique, Nathaniel ne m'a absolument rien dit à votre sujet, ce qui signifie généralement soit qu'il est profondément embarrassé, soit qu'il essaie de me protéger de quelque chose. Entrons. Voulez-vous? » Et voilà, la guerre a commencé. L'intérieur de Highfield était un monument à la richesse générationnelle, soigneusement organisé pour faire sentir les étrangers spectaculairement insignifiants. Ça sentait l'huile de citron, le vieux papier et le sel de mer. Alors qu'une femme de chambre prenait mon manteau, Eleanor a immédiatement pris le contrôle du récit. « J'espère que vous avez apporté quelque chose de convenable pour le dîner ce soir, Yves, » a fait remarquer Eleanor, effleurant une vase Ming dans le couloir. « Les Astor viendront. Betsy Astor est une chère amie. L'avez-vous rencontrée en ville? Non, je suppose que vous ne fréquentez pas ces cercles. Je crois que Nathaniel a mentionné que vous travaillez dans le commerce de détail. Je travaille chez Christie's, Madame Harrington, au département impressionniste. » Ai-je corrigé gentiment, en gardant ma voix parfaitement égale. « Ah, une employée, » a-t-elle noté comme si j'avais avoué nettoyer les sols. Elle s'est tournée vers son fils. « Nathaniel, mon chéri, pourquoi n'irais-tu pas parler à ton père? Il est dans son bureau, j'aimerais faire la connaissance de ta petite amie. » Nathaniel serra ma main rapidement, pour me rassurer, puis disparut dans le couloir. Dès qu'il ne fut plus visible, le vernis de cordialité hostile d'Eleanor se mua en quelque chose de tranchant et direct. Elle m'entraîna dans une véranda donnant sur l'océan Atlantique. « Passons les politesses, Yves. Je suis une femme très occupée. D'où viennent vos gens? » « Je suis originaire d'Europe, Madame Harrington, d'un petit pays à la frontière suisse et allemande. » Une réponse vague cache souvent une vérité décevante. Elle versa un verre de thé glacé sans m'en proposer. « Et que fait votre famille? Mon père est fonctionnaire. » Eleanor éclata d'un rire sec et aristocratique. Un bureaucrate merveilleux. « Dites-moi, Yves, quelles sont exactement vos intentions avec mon fils? Si vous pensez avoir trouvé la poule aux œufs d'or, je vous assure que l'argent des Harrington était gardé précieusement. » Une bouffée de colère monta dans ma poitrine, mais des années d'entraînement diplomatique priront le dessus. Mon père m'avait appris à gérer des dignitaires étrangers hostiles avant même que j'aie mon permis de conduire. Eleanor Harrington n'était qu'une version localisée d'un petit despote. Mes intentions sont de passer du temps avec l'homme qui m'est cher, répondis-je avec douceur. J'ai ma propre carrière et je vous assure que je suis tout à fait autonome. Les yeux d'Eleanor descendirent vers mon poignet. Je portais une Patek Philippe Calatrava Vintage Ferge, un cadeau de mon père pour mes 18 ans. Un chef-d'œuvre de luxe discret, dépourvu des diamants voyants que les nouvelles riches adorent afficher. Une jolie petite réplique, dit-elle, la voix pleine de condescendance. Vous savez, il n'y a pas de honte à être pauvre, Yves, mais il y a une honte pathétique à prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. Je souris, mon cœur battant d'un mélange dangereux de fureur et d'amusement. Si seulement vous saviez, pensais-je. Le dîner ce soir-là fut un exercice de guerre psychologique. Eleanor m'avait placé à l'extrémité de la longue table en acajou. J'étais flanqué d'Arthur Harrington, le père passif et silencieux de Nathaniel, qui semblait complètement écrasé par sa femme,
et de Betsy Astor, une femme au visage si tiré qu'elle avait l'air constamment surprise. Pendant tout le repas, Eleanor et Betsy parlèrent dans un code rapide de nom de la haute société, concevant intentionnellement la conversation pour m'exclure. Elles parlèrent de leur séjour d'été à Nantucket, de la liste d'attente pour les sacs Hermès Birkin et de la tragédie des nouvelles fortunes qui achetaient des propriétés à Aspen. Nathaniel appela Betsy à travers la table, ignorant complètement ma présence à ses côtés. « Comment va Caroline? Je vous ai toujours trouvé un couple magnifique. Le domaine de sa famille à Newport est divin. » Nathaniel eut l'air incroyablement mal à l'aise. Il jeta un coup d'œil vers moi avant de baisser les yeux sur son assiette. « Caroline est mariée, Betsy, et je suis très heureux avec Yves. Mais pour l'instant, interjeta Eleanor à voix haute, prenant une lente gorgée de son cabernet. Les rébellions de jeunesse sont si saines pour le développement d'un jeune homme. Il se libère avant de se fixer avec quelqu'un de consistant, quelqu'un de notre monde. Je reposai ma fourchette en argent sur l'assiette en porcelaine. Le léger tintement résonna dans la salle à manger. Je regardais directement Eleanor. « Et quel est ce monde, Madame Harrington? » La table devint silencieuse. Betsy suffoqua doucement. Les yeux d'Eleanor se réduisirent à des fentes. « Un monde d'héritage, ma chère, » dit Eleanor, sa voix devenant de glace. « Un monde où les familles bâtissent des empires depuis des générations, préservent de la culture et comprennent les responsabilités d'une vraie richesse. Quelque chose qu'une fille qui vend des tableaux pour vivre ne pourrait jamais comprendre. Je pensais à la lignée de ma famille, qui s'étendait sur 800 ans. Je pensais aux archives nationales portant les signatures de mes ancêtres, aux châteaux qui avaient résisté au siège, aux fondations caritatives que ma famille gérait et qui finançaient des hôpitaux entiers. L'audace de cette femme, dont la richesse n'avait pas un siècle, me faisant la leçon sur l'héritage était presque risible. Mais je gardais mon calme, je regardais Nathaniel, attendant qu'il me défende, attendant qu'il trace une ligne dans ce salle. Au lieu de cela, Nathaniel offrit un faible sourire apaisant. « Mère, s'il te plaît, profitons du repas. Le bar est excellent. » Mon cœur se serra. En ce seul moment de lâcheté, l'illusion parfaite de Nathaniel Harrington commença à se fissurer. Ce n'était pas un homme aux côtés de sa compagne. C'était un garçon terrifié par le carnet de chèques de sa mère. Le reste du week-end se déroula dans un brouillard de piques passives agressives et d'exclusions calculées. Quand le dimanche après-midi arriva, j'étais épuisé. Je rangeais mon sac de sport dans la chambre d'amis qu'Eleanor avait ostensiblement placé le plus loin possible de celle de Nathaniel, quand la porte s'ouvrit. Eleanor entra, la refermant fermement derrière elle. Son sourire d'hôtesse avait disparu. Elle ressemblait à un prédateur qui avait enfin acculé sa proie. « Ne traînons pas ça en longueur, Yves, » dit-elle froidement. Elle se dirigea vers le petit bureau dans le coin, sortit un chéquier relié en cuir de son sac Chanel et dévissa un stylo Montblanc en or. « Traîner quoi? » demandai-je en fermant mon sac. « Cette petite mascarade. » Eleanor commença à écrire. Le grattement du stylo résonnait dans la pièce silencieuse. « J'ai fait une enquête sur vous, Geneviève Laurent. Pas de liens familiaux importants, un compte bancaire maigre, vivant dans une boîte à chaussures louée dans le West Village. Vous êtes une très jolie, très ambitieuse chercheuse d'or, et franchement, vous m'ennuyez. » Elle arracha un chèque du carnet et s'approcha, le tenant entre deux doigts manucurés. « Tenez, 500 000 $ tirés de mon compte privé Chase Private Client. C'est plus d'argent que vous ou votre petit père bureaucrate ne verrez jamais de votre vie. Prenez-le, faites votre sac et reprenez le train pour la ville. Je ne veux plus jamais vous voir près de mon fils. » Je regardais le papier dans sa main. 500 000 $. Pour la famille Harrington, c'était le prix d'une nuisance. Pour Yves Laurent, l'assistante de galerie, c'était de l'argent qui changeait la vie. Mais pour Sa Majesté la princesse héritière Geneviève, cela ne couvrirait même pas l'entretien annuel de notre chalet d'hiver à Saint-Moritz. Je n'attrapais pas le chèque. Je me redressais, laissant ma posture adopter l'alignement rigide et parfait gravé en moi par des décennies de protocole royal. « Vous commettez une très grosse erreur, Madame Harrington. » dis-je, ma voix totalement dénuée de la chaleur différentielle que j'avais feinte tout le week-end. Eleanor poussa un rire sec et condescendant. « Oh, vraiment? Allez-vous me menacer, petite? Allez-vous le dire à Nathaniel? Allez-y. Mais comprenez ceci, l'argent des Harrington est contrôlé par une fiducie.
Si Nathaniel épouse quelqu'un sans mon approbation, il n'aura rien. Il perdra sa place au cabinet. Il perdra son héritage. Il perdra tout ce qui fait de lui ce qu'il est. Penses-tu vraiment qu'il t'aime assez pour devenir pauvre à cause de toi? Ces mots m'ont frappé physiquement. Pas parce que je craignais la pauvreté, mais parce que j'ai soudainement réalisé qu'elle avait raison pour Nathaniel. Je l'avais vu s'éloigner d'elle au dîner. J'avais vu sa complaisance. Il aimait le confort de sa richesse plus qu'il ne m'aimait. Gardez votre argent, ai-je dit calmement, en passant devant elle et en prenant mon sac. Vous ne pourriez pas m'offrir. Je suis sorti de la pièce, laissant Eleanor furieuse, le chèque tombant par terre. J'ai trouvé Nathaniel dans l'allée, chargeant ses clubs de golf dans le Range Rover. « Salut! » Il a souri, ignorant de la tempête qui se préparait. « Prêt à rentrer en ville? » J'ai jeté mon sac sur la banquette arrière et je l'ai regardé. « Ta mère vient de m'offrir 500 000 $ pour te quitter. » Nathaniel s'est figé. La couleur a quitté son visage et pendant une fraction de seconde, j'ai espéré qu'il exploserait de rage. J'espérais qu'il retournerait à la maison, qu'il affronterait sa mère et qu'il prouverait qu'il était l'homme dont j'étais tombé amoureuse à la galerie. Au lieu de cela, il a soupiré lourdement et s'est passé la main dans les cheveux. « Écoute, Yves, elle est juste intense. Elle protège farouchement le nom de la famille. Elle a fait la même chose à la petite amie de mon frère, à l'université. Laisse juste tomber. Elle finira par t'apprécier. Laisse tomber, ai-je répété, ma voix tremblant d'incrédulité. Nathaniel, elle m'a traité de chercheuse d'or. Elle a essayé de m'acheter comme un chien errant. Et ta réponse est de me dire d'attendre qu'elle s'assouplisse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Yves? A-t-il répliqué, sa propre frustration débordant. Couper les ponts avec ma mère? Perdre ma dotation? Elle contrôle le conseil d'administration. Je ne peux pas lui faire la guerre pour ça. Joue le jeu un moment. Le gala d'hiver des Harrington a lieu le mois prochain au Plaza. Viens comme ma cavalière. Garde la tête basse. Souris aux membres du conseil et laisse-la croire qu'elle a le contrôle. Une fois mariée, nous n'aurons plus à la supporter. Je l'ai regardé, le voyant pour la première fois. Le charme de la côte Est, les costumes impeccables, le rire facile, tout cela n'était qu'une façade cachant un garçon terrifiant et sans colonne vertébrale. Il voulait que je baisse la tête, que j'endure les abus et que je rampe pour une place dans une famille qui n'était pas digne de me cirer des chaussures. J'irai au gala, ai-je dit doucement, une résolution froide et dangereuse s'installant dans mes os. Mais je ne garderai pas la tête basse. Le trajet de retour à Manhattan fut étouffant de silence. Au cours des 3 semaines suivantes, notre relation s'est détériorée en une pâle pantomime. Nathaniel faisait semblant que tout allait bien, ignorant le gouffre béant qui s'était ouvert entre nous. Pendant ce temps, Eleanor intensifiait sa guerre psychologique. Elle m'a accidentellement oublié de la liste d'invités principales du gala, obligeant Nathaniel à m'inscrire comme sa cavalière plutôt qu'une invitée. Elle a fait envoyer par son assistante un email insultant détaillant le code vestimentaire strict de cravate noire, suggérant fortement que je ne saurais pas m'habiller correctement. Le coup de grâce est survenu 3 jours avant l'événement. J'étais chez Christie's, cataloguant une nouvelle collection impressionniste, lorsqu'une enveloppe non scellée m'a été livrée sur mon bureau par un coursier. À l'intérieur se trouvait le plan de table du gala. Eleanor s'était placée, ainsi que Nathaniel et Bitsy Astor, à la table 1, juste à côté du podium. Elle m'avait placé à la table 42 dans le coin arrière, près des portes de la cuisine, assise avec les fleuristes et les techniciens audiovisuels du gala. C'était une exécution publique. Elle allait m'humilier devant 500 membres de l'élite new-yorkaise, obligeant Nathaniel à choisir entre s'asseoir avec sa mère à la table d'honneur ou s'asseoir avec la chercheuse d'or près de la cuisine. Et je savais avec une certitude nauséabonde que Nathaniel choisirait la table 1. J'ai calmement plié le plan de table et je l'ai glissé dans mon sac. Je suis sorti de la galerie, je suis entré dans l'air vif de l'automne à Rockefeller Center et j'ai sorti mon téléphone portable sécurisé et crypté. J'ai contourné mes contacts habituels et j'ai appuyé sur un seul bouton de numérotation rapide. Ça a sonné 2 fois avant qu'une voix grave et autoritaire ne réponde. Secrétariat royal, énoncez votre code d'autorisation. Écho Bravo 69, ai-je répondu. Connectez-moi à Sa Majesté. Il y eut une brève pause, un clic, puis la voix de mon père est arrivée à la ligne, chaleureuse et légèrement surprise. Geneviève, ma chérie, il est en plein milieu de la journée de travail à New York. Tout va bien? Garrett a-t-il signalé un problème de sécurité?
Des larmes de frustration et de soulagement profond ont percé le coin de mes yeux. J'en avais tellement marre de faire semblant d'être petite. J'en avais tellement marre de laisser une femme vicieuse et mesquine me traiter comme de la saleté. Papa? Ai-je dit, ma voix tremblant avant de se durcir en acier absolu. J'ai besoin que tu viennes à New York. Il y eut un lourd silence au téléphone. Mon père n'était pas un homme à faire des voyages spontanés. Le déplacement d'un monarque régnant nécessitait des autorisations diplomatiques, une coordination des services secrets et des millions de dollars de logistique. « Quelqu'un te fait du mal, Geneviève ?» a-t-il demandé, sa voix s'abaissant d'une octave, reprenant ce ton terrifiant et commandeur qui faisait transpirer les ministres étrangers. « Quelqu'un a insulté notre famille, » ai-je dit calmement. « Quelqu'un qui croit que je suis une paysanne désespérée pour leur argent. Il y a un gala ce samedi au Plaza Hotel. Je veux que tu y assistes comme mon invité. » Et papa? « Oui, ma chère, ne vienne pas discrètement. Apporte tous les détails. » Un faible rire grondant a résonné au téléphone. Je vais informer le département d'État immédiatement. À samedi, princesse, la transformation de galeriste à royauté régnante ne se fait pas du jour au lendemain. Elle nécessite une symphonie de logistique parfaitement exécutée. Au moment où j'ai raccroché avec mon père, la machinerie invisible de la maison Linsat s'est mise en marche sur 2 continents. Pendant 2 ans, Garrett a joué le rôle de mon chauffeur privé stoïque et sous-payé. Le jeudi matin, quand je suis sorti de mon appartement de West Village, il n'était pas appuyé contre la Toyota Camry cabossée que nous utilisions habituellement. Au lieu de cela, il se tenait au garde-à-vous, à côté d'un Cadillac Escalade noir blindé, avec des plaques diplomatiques. Il portait un costume bleu nuit parfaitement coupé, une oreillette courbée derrière son oreille et une expression terrifiante et vide. « Bonjour, Votre Altesse royale », a dit Garrett, ouvrant la lourde porte blindée pour moi. C'était la première fois qu'il utilisait mon titre depuis mon arrivée à New York. « Bonjour, Garrett. Je suppose que le département d'État a été informé? »« Oui, même. Le United States Diplomatic Security Service a été entièrement coopératif. Le plan de vol de Sa Majesté pour JFK est sécurisé. Les Waldorf Astoria a dégagé sa suite présidentielle et les étages environnants. Nous avons une autorisation complète d'escorte du NYPD pour samedi soir. Je me suis installé dans le siège en cuir moelleux, sentant un lourd manteau familier se poser sur mes épaules. La file qui buvait du café de Bodega et tolérait la couardise de Nathaniel était partie. Au cours des 48 heures suivantes, l'illusion d'Ève Laurent a été systématiquement démantelée. L'activation du protocole royal, l'escalade de la sécurité. 2 agents de protection supplémentaires sont arrivés d'Europe, s'intégrant parfaitement à ma routine quotidienne. L'appartement du West Village a été fouillé pour y trouver des micros et sécurisé. Des voitures sont arrivées. Liaison diplomatique. L'ambassadeur européen auprès de l'ONU, un ami de confiance de mon père nommé Henri Castille, a été dépêché pour coordonner l'arrivée du roi avec l'appareil de sécurité d'élite de New York. Chat, la garde-robe. J'ai annulé mon service chez Christie's et pris un ascenseur privé pour les suites de stylisme VIP chez Bergdorf Goodman. J'ai évité les pièces discrètes qui me permettaient de me fondre dans celles que je privilégiais habituellement. Au lieu de cela, j'ai sélectionné une robe de haute couture d'archives vintage d'Elisab dans une nuance de bleu saphir profond. C'était une robe conçue pour capter l'attention, pas pour se dissimuler. Mais une personne royale n'affirme pas sa domination par de simples étoffes. La véritable arme se trouvait dans le coffre. Le vendredi après-midi, Garrett m'a escorté jusqu'aux voûtes privées souterraines de la maison Cartier, sur la 5e avenue. En tant que famille souveraine, nous conservions certains de nos biens familiaux dans des endroits sécurisés, dispersés dans le monde entier. Le responsable de la voûte, un discret gentleman suisse, s'est incliné respectueusement en présentant la boîte en velours. À l'intérieur se trouvait le collier Line Sachs Cascade. Il a été commandé en 1912 par mon arrière-grand-père. Il comportait 72 carats éblouissants de diamants de couleur D, sans défaut, culminant en un saphir poire d'une beauté à couper le souffle, de la taille d'un œuf de caille. C'était un bijou qui ne criait pas seulement la richesse. Il murmurait une puissance générationnelle intouchable. Mon téléphone a vibré dans mon sac à main. C'était un SMS de Nathaniel. Nathaniel, salut Yves, je voulais juste confirmer que tu as les détails pour demain. Souviens-toi, tenue de soirée.
Ma mère est stressée par les membres du conseil d'administration. Alors, s'il te plaît, fais profil bas. Je dois m'asseoir à la table pour les apparences, mais je te retrouverai après le plat principal. Je t'aime. J'ai fixé l'écran, un sourire glacial effleurant mes lèvres. Apparence. Il allait découvrir exactement ce que ce mot signifiait. Geneviève, je ne manquerai ça pour rien au monde. À bientôt. Le gala d'hiver Harrington était le joyau de la saison sociale d'automne à New York. Un bal masqué caritatif en apparence, mais un contrôle brutal de la hiérarchie en pratique. La grande salle de bal du Plaza Hotel avait été transformée en un pays des merveilles hivernales, dégoulinant d'orchidées blanches, de lustres en cristal et de l'arrogance palpable des ultra-riches. Eleanor Harrington se tenait près du grand escalier, tenant son auditoire. Elle portait une robe Oscar de la Renta métallique sévère qui lui donnait l'air d'un missile parfaitement poli. Nathaniel se tenait à ses côtés, d'une beauté dévastatrice mais visiblement mal à l'aise, ses yeux balayant les invités qui arrivaient. Betsy Astor et un groupe d'épouses de Wall Street les flanquaient, sirotant du Dom Pérignon et murmurant des jugements derrière leurs mains manucurées. Je ne suis pas arrivé dans mon convoi diplomatique. Je voulais que l'entrée de mon père soit le coup de grâce, alors j'ai demandé à Garrett de me déposer discrètement à l'entrée latérale. J'ai vérifié mon manteau de laine, j'ai pris d'une profonde inspiration et je suis entré dans la salle de bal. Au moment où j'ai franchi les arches dorées, l'atmosphère de la pièce a physiquement changé. Quand on porte un chef-d'œuvre de haute couture et 72 carats d'histoire royale, on n'entre pas simplement dans une pièce, on la divise. Les conversations ont vacillé, les têtes se sont tournées, le saphir à ma gorge a capté la lumière de 1000 cristaux de lustre, réfractant un bleu océanique aveuglant sur les visages des invités les plus proches. J'ai vu Nathaniel d'abord, sa mâchoire s'est relâchée, le verre de champagne dans sa main s'est incliné dangereusement, menaçant de se renverser sur son smoking. Il ne m'avait vu qu'en blazer vintage et robe de cocktail discrète. Il regardait une étrangère. Puis Eleanor a remarqué. Ses yeux se sont dirigés vers le désordre. J'ai vu son regard parcourir l'ourlet de la robe élissable jusqu'à mon visage, et finalement s'arrêter sur le collier Line Sachs Cascade. Je pouvais identifier la microseconde exacte où son cerveau a court-circuité. Elle savait assez de choses sur la haute joaillerie pour reconnaître que ce que je portais n'était pas une réplique, pas une location, et absolument pas quelque chose qu'un assistant de galerie pourrait se permettre. Je n'ai pas attendu qu'ils viennent à moi. J'ai glissé sur le sol en marbre, ma posture impeccable, mon expression agréablement détachée. Nathaniel. J'ai dit, ma voix portant sans effort au-dessus du doux murmure du quatuor à cordes. Eleanor. Bonsoir. Nathaniel a cligné des yeux, complètement déstabilisé. Ève, tu as l'air... Mon Dieu, tu es incroyable. Cette robe et ce collier, un héritage familial. J'ai répondu calmement, en touchant le saphir. J'ai tourné mon regard vers Eleanor. J'espère que je suis habillé de manière appropriée pour vos apparitions, Madame Harrington. Les yeux pâles d'Eleanor balayaient rapidement, essayant de faire un calcul mental qui échouait. Où avez-vous eu ces bijoux? Christie's n'autorise pas le personnel à emprunter des articles d'enchères. Cela fait plus d'1 siècle qu'il est dans ma famille, Eleanor. J'ai dit, abandonnant le Madame Harrington respectueux pour la première fois. Je vous assure qu'il m'appartient en toute sécurité. La mâchoire d'Eleanor s'est serrée. Elle détestait perdre le contrôle, et elle le perdait en ce moment devant l'ensemble du conseil d'administration de Harrington Equity. Elle a affiché son sourire aristocratique terrifiant. Eh bien, c'est certainement ostentatoire. Eleanor a esquivé, retrouvant son venin, mais une jolie robe ne change pas la réalité. L'événement commence. Je crois que vous savez où est votre table. Table 42, juste à travers ces portes près de la cuisine de service. Nathaniel est nécessaire ici à la table d'honneur avec sa famille. Elle a accentué le mot famille comme un coup de couteau. Nathaniel m'a jeté un regard suppliant et pitoyable dans les yeux. Ève, s'il te plaît, va t'asseoir. Je viendrai te chercher pendant les discours. Ne fais pas de scène devant le conseil. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant 2 ans. J'ai regardé sa lâcheté mise à nu sous les lustres de cristal. Il ne restait plus de colère en moi, seulement une profonde lassitude terminale. Je ne serai pas assise à la table 42, Nathaniel. J'ai dit, ma voix résonnant d'une clarté froide et terrifiante. Et je ne ferai pas de scène, mais je vous suggère fortement, à vous et à votre mère, de trouver vos sièges. Eleanor a laissé échapper un rire aigu et incrédule. « Excusez-moi, petite arrogante. » Une voix a interrompu,
Arthur Harrington. Le père habituellement silencieux de Nathaniel s'était avancé. Son visage était pâle. Il ne me regardait pas. Il regardait par-dessus mon épaule, vers les immenses doubles portes de la grande salle de bal. Eleanor, Arthur a répété, la voix tremblante. Arrête de parler. Le quatuor à cordes a soudainement cessé de jouer. Le crissement d'un archet contre un violoncelle a résonné dans la pièce soudainement silencieuse. Les lourdes portes en chaîne de la salle de bal ne s'étaient pas simplement ouvertes. Elles étaient physiquement sécurisées et tenues ouvertes par 4 hommes en costume sombre, portant des oreillettes, le service de sécurité diplomatique des États-Unis. Derrière eux se tenaient 6 officiers du Strategic Response Group de la police de New York, formant un périmètre serré et infranchissable. Une vague de confusion et d'alarme a parcouru la foule de milliardaires. Des hommes en smoking ont instinctivement tendu la main vers leur femme. Eleanor serra son sac à main en perles, les yeux écarquillés d'indignation. « Quelle est la signification de ceci ?» lança Eleanor en s'avançant. « Qui a autorisé cette interruption? Ceci est un événement privé. Où est le directeur de l'hôtel? » Un agent supérieur du DSS entra dans la salle de bal, ses yeux balayant la foule avant de se fixer sur moi. Il n'a pas accordé d'attention à Eleanor. Il ne l'a même pas regardée. Il a soulevé une lourde canne à tête de laiton, le traditionnel bâton cérémoniel utilisé pour les grandes entrées diplomatiques, et a frappé le marbre 3 fois. Le clac, clac, clac retentit comme des coupes de feu dans la salle soudainement silencieuse. « Mesdames et messieurs, » la voix de l'agent tonna, riche et autoritaire, exigeant la soumission absolue des personnes les plus riches de New York. Assurez votre conformité au protocole international. Eleanor se figea. Nathaniel retint sa respiration. La grande salle de bal, annonça l'agent, accueille désormais Sa Majesté souveraine de la maison Linsack. Le silence qui suivit l'annonce de l'agent de sécurité diplomatique n'était pas seulement l'absence de bruit. C'était un vide lourd et suffocant qui engloutit la grande salle de bal tout entière. 500 des figures les plus puissantes de Manhattan, des milliardaires de fonds spéculatifs, des magnats des médias et des héritiers de vieilles familles restaient paralysés, totalement inhabitués à être surpassés dans leur propre ville. Par les massives portes en chaîne entra mon père, le roi Maximilien de la maison Linsack. Il ne portait ni couronne ni manteau d'hermine. C'était la réalité, pas un conte de fées, mais il n'en avait pas besoin pour projeter une souveraineté absolument terrifiante. Il portait un smoking noir magistralement taillé, à la boutonnière duquel reposait la grande croix de l'Ordre du Lion, une étoile de diamants et de rubis qui signifiait son statut de monarque régnant. Il marchait avec la cadence lente et mesurée d'un homme à qui on n'avait jamais dit d'attendre. 6 membres de notre garde royale en uniforme de cérémonie le flanquaient, un océan de bleu nuit et de galons dorés marchant dans une synchronisation parfaite et intimidante. Derrière eux traînait l'ambassadeur Henri Castel et une suite de dignitaires étrangers. La foule s'écarta instinctivement, reculant pour créer une large allée. Des hommes qui licenciaient régulièrement des milliers d'employés sans sourciller se lissaient soudainement les revers de leurs vestes et détournèrent les yeux. Arthur Harrington, debout à quelques pas de moi, et laissa échapper soudain un son étranglé, sans souffle. Il avait passé 40 ans dans la finance internationale. Il connaissait les visages de l'élite mondiale mieux qu'il ne connaissait ses propres enfants. Il reconnut mon père instantanément. Arthur trébucha en avant, contournant sa femme et son fils figés. Les mains tremblantes, il saisit les revers de son smoking et s'inclina d'un salut profond, terrifié, parfait, se pliant à la taille jusqu'à ce que son torse soit parallèle au sol. « Votre sérénissime majesté », articula Arthur, sa voix résonnant dans le silence mort de la pièce. « Nous sommes profondément honorés de votre présence. » J'ai regardé Eleanor. La femme qui avait ricané de mon père bureaucratique, la femme qui avait essayé d'acheter mon absence pour un demi-million de dollars, se tenait parfaitement rigide. Ses yeux d'un bleu glacé étaient grands ouverts, dilatés par une horreur catastrophique naissante. Elle regarda Arthur, toujours courbé en signe de soumission, puis mon père et enfin moi. Ses doigts se relâchèrent. La flûte de champagne en cristal glissa de sa main. Elle se brisa contre le sol de marbre du Plaza Hotel, un fracas aigu et violent qui reflétait l'effondrement total de sa réalité.
Mon père ne jeta pas un regard au Harrington. Il passa devant Arthur tremblant, enjamba élégamment le verre brisé de la flûte de champagne d'Eleanor et s'arrêta juste devant moi. Le masque sévère et commandeur du monarque fondit, remplacé instantanément par les yeux chaleureux et adorateurs de mon père. « Geneviève, ma chérie, dit-il, sa voix grave portant une tendre résonance. Il étendit la main, encadrant mon visage de ses grandes mains chaudes avant de m'embrasser formellement sur les deux joues. « Papa !» J'ai soufflé, un sourire authentique et radieux éclairant mon visage pour la première fois depuis des semaines. « Tu es exactement à l'heure. Un roi n'est jamais en retard, petit oiseau, murmura-t-il, ses yeux plissés au coin. Il recula, passant un regard approbateur sur la robe élissable et la magnifique cascade Lena Sequin reposant contre ma clavicule. Tu portes magnifiquement les pierres de ton arrière-grand-mère. Bien que je doive admettre que j'aimais beaucoup les Blazers Zara, il était temps de changer de garde-robe. J'ai répondu avec fluidité. Derrière mon père, Nathaniel vibrait visiblement de choc. Son visage avait perdu toute couleur, le laissant d'un aspect maladif et gris. Il ouvrit la bouche, la ferma, et l'ouvrit à nouveau comme un poisson haletant sur un quai. Ève, Geneviève. Quoi? Que se passe-t-il? Balbutia Nathaniel, sa confiance polie de Yale complètement évaporée. Il regarda mon père, puis les agents des services secrets, son esprit incapable de combler l'écart entre l'assistante de galerie qu'il pensait connaître et la princesse héritière qui se tenait devant lui. Mon père se tourna lentement. La chaleur disparut de ses traits, remplacée par une autorité glaciale et inflexible. Il regarda Nathaniel comme s'il inspectait un insecte particulièrement décevant. « Tu dois être Nathaniel, dit le roi Maximilien, son ton parfaitement poli, ce qui le rendait infiniment plus terrifiant. Ma fille a parlé de toi. Bien que je trouve la réalité de toi sévèrement déficiente par rapport à ses descriptions généreuses. » Eleanor sortit enfin de sa paralysie. L'instinct de préservation, affûté par des décennies de guerre sociale, prit le dessus. Elle s'avança, poussant pratiquement son mari sur le côté, son visage s'étirant dans une parodie grotesque de son habituel sourire d'hôtesse. « Votre Majesté !» cria Eleanor, sa voix stridente et tremblante. Il y a eu un terrible malentendu. Si nous avions su, si Geneviève avait seulement été honnête sur son pedigree, nous l'aurions accueillie à bras ouverts. Nous sommes une famille de tradition, vous voyez. Nous comprenons les fardeaux de la vraie richesse. Mon père regarda Eleanor Harrington. Il ne parla pas immédiatement. Il laissa simplement le silence s'étirer, la forçant à mijoter dans sa propre supplication désespérée. « Pedigree !» répéta doucement mon père, goûtant le mot sur sa langue. « Vous parlez de ma fille comme s'il s'agissait d'un chien de race, Madame Harrington. On m'a dit que vous aviez fait un contrôle de ses antécédents. » Eleanor déglutit difficilement, sa gorge visiblement tressaillant. « C'est le protocole standard, Votre Majesté, pour protéger les actifs de notre famille. »« Vos actifs ?» médita mon père, un amusement sombre et dangereux scintillant dans ses yeux. Il fit un signe décontracté à l'ambassadeur Castillo, qui s'avança, tenant un fin portefeuille en cuir. Arthur approchait. Arthur Harrington, suant abondamment, fit un pas hésitant. « Oui, Votre Majesté, votre cabinet Harrington & Son Equity gère un portefeuille considérable, n'est-ce pas? » demanda mon père. « Oui, sire. Nous sommes fiers de notre gestion fiduciaire, » répondit Arthur, la voix tremblante. « Puis-je et votre investisseur principal? » poursuivit mon père, sa voix résonnant dans la salle de bal captivée. « L'entité qui fournit 64% de la liquidité totale de votre entreprise, le fonds souverain qui garantit toute votre opération. Quel est le nom de ce fonds, Arthur? » Le souffle coupé collectif des membres du conseil d'administration assis aux tables environnantes était audible. Arthur Harrington ferma les yeux, une larme s'échappant réellement et traçant une coulée sur sa joue ridée. « Le fonds souverain royal de Leon Sachs, murmura-t-il. Eleanor vacilla sur ses pieds. Bitsy Astor, à quelques mètres de là, laissa échapper un grand soupir théâtral et se couvrit la bouche. « Précisément, dit mon père, sa voix tombant dans un registre d'un calme mortel. L'argent de ma famille est le sang de votre empire. Vous n'êtes pas une dynastie, Madame Harrington. Vous êtes mes employés. » La dévastation absolue sur le visage d'Eleanor était un cours magistral sur l'hubris rencontrant la réalité. La femme qui m'avait fait la leçon sur les responsabilités de la vraie richesse,
qui m'avait banni à une table près des portes de la cuisine, réalisa soudain que le fondement même de sa vie opulente appartenait au père de la fille qu'elle avait insultée. La grande salle de bal resta suspendue dans un état d'incrédulité purement suffocant. Dans les cercles ultra-élites du pouvoir de Manhattan, c'était habituellement exercé dans des salles de conseil feutrées lambrissées de mahogany, obscurcies par des documents juridiques scellés, des accords de confidentialité et des virements discrets d'offshore. Assister à une exécution publique de cette ampleur, un monarque souverain démantelant une dynastie de Wall Street au milieu de leur propre gala de charité, était sans précédent. L'air était si épais de tension que la légère respiration rapide des mondains terrifiés était le seul son rivalisant avec le bourdonnement des lustres en cristal. Mon père tourna son regard perçant et inflexible vers Eleanor. Il l'étudia comme un architecte étudierait un bâtiment structurellement compromis juste avant d'en ordonner la démolition. « Je suis un homme remarquablement raisonnable, Madame Harrington. » Le roi Maximilien commença, sa voix profonde portant sans effort dans la vaste pièce. « J'ai accordé à ma fille sa liberté dans cette ville parce que je fais confiance à son jugement de manière impeccable. Je m'attendais à ce qu'elle rencontre les dangers habituels de la vie civile, mais je trace la ligne à un profond manque de respect délibéré envers mon sang. » Il claqua des doigts, un son sec et résonnant. L'ambassadeur Castille s'avança doucement, ouvrant le mince portefeuille en cuir noir qu'il portait. Il en sortit un petit morceau de papier familier, le tenant par les bords. Il le tendit à mon père. C'était le chèque. L'exact chèque de $50 000 qu'Eleanor avait rempli et jeté à mes pieds dans la chambre d'amis de son domaine de Southampton, quelques semaines auparavant. Mon père le tint à la lumière, inspectant l'écriture immaculée, avec un air de léger dégoût aristocratique. « Vous avez tenté d'acheter la dignité de ma fille, » dit mon père, sa voix résonnant d'une fureur froide et terrifiante. Il tourna le chèque pour que les membres du conseil aux tables adjacentes puissent voir le montant. « Vous lui avez offert un demi-million de dollars pour disparaître. Dites-moi, Madame Harrington, pensiez-vous vraiment qu'une princesse du sang dont les fonds fiduciaires personnels est illimité génère cette somme exacte d'intérêts composés toutes les 4 heures serait tentée par votre pathétique extorsion localisée? » Wow! La dévastation absolue sur le visage d'Eleanor était un cours magistral sur l'hubris rencontrant la réalité. La femme qui m'avait fait la leçon sur les responsabilités de la vraie richesse, qui m'avait banni à une table près des portes de la cuisine pour me rappeler ma place, venait de réaliser que le fondement même de sa vie opulente et intouchable appartenait entièrement au père de la fille qu'elle avait traité comme de la saleté. Charles Worthington, l'associé principal et chef du conseil d'administration de Harrington & Sons Equity, se leva brusquement de la table 2. Il renversa sa chaise dorée dans le processus, mais il s'en fichait. Son visage était d'un violet furieux marbré alors qu'il fixait Eleanor. « Vous avez offert un pot de vin flagrant à la princesse héritière de notre principal investisseur souverain, » lança Charles, sa voix craquant de panique et de rage. « Êtes-vous complètement sorti de vos esprits, Eleanor? Avez-vous la moindre idée du suicide géopolitique et financier que vous venez de commettre? » « Je ne savais pas, » hurla Eleanor, sa façade glaciale immaculée se brisant enfin en 1 million de morceaux déchiquetés. Elle tendit la main vers moi, ses mains manucurées tremblant violemment. Le porc soigneusement composé de la matriarche de la société avait disparu. À sa place se trouvait une femme désespérée et terrifiée regardant son empire brûler. « Geneviève, s'il te plaît, tu dois leur dire. Dis-leur que c'était un test. Je voulais juste être sûr que tu aimais Nathaniel pour les bonnes raisons. Une protection féroce de mère, c'est que tu dois comprendre. » Je la regardais ne ressentant absolument rien. Pas de pitié, pas de colère résiduelle, juste un vide profond et libérateur. « Ce n'était pas un test, Eleanor, » dis-je, ma voix fraîche, égale, et amplifiée par le silence mort de la pièce. C'était une expulsion. C'était une cruauté calculée. Mais tu avais raison sur une chose ce week-end-là. Nous n'appartenons pas au même monde. Je tournai mon attention vers Nathaniel. Il me regardait avec un mélange nauséabond d'admiration, de chagrin et de désespoir pur. Il fit un pas soudain et frénétique vers moi, tendant la main comme pour prendre ma main et remonter le temps. Garrett, mon officier de protection principal, s'interposa instantanément entre nous. Sa main bougea en un éclair, reposant négligemment,
mais avec une intention mortelle près du revers de son costume, juste au-dessus de son arme dissimulée. Ses yeux se fixèrent sur Nathaniel avec la promesse froide de la violence. « Détendez-vous, Garrett », lui instruisis-je doucement. Garrett s'écarta, sa discipline absolue, mais ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Nathaniel. « Eve », supplia Nathaniel, les larmes lui montant aux yeux et coulant sur ses joues, ruinant son vernis parfaitement beau et privilégié. « S'il te plaît, je t'aime. Je jure devant Dieu que rien de tout cela n'a d'importance pour moi. Les titres, l'argent, les fonds souverains, je m'en fiche. Nous pouvons toujours être ensemble. Je quitterai l'entreprise demain. Je la couperai complètement. Je ferai tout ce que tu voudras. Donne-moi juste une autre chance de prouver que je suis l'homme que tu as rencontré à la galerie. » C'était exactement le discours que j'avais passé des semaines à prier d'entendre. J'avais agonisé dans mon appartement de West Village, espérant qu'il trouverait son courage, confronterait sa mère et choisirait notre relation plutôt que son confort. Mais entendre ces mots maintenant, baigné dans la lumière aveuglante des lustres de la plaza et motivé par la terreur absolue, cela semblait creux et pathétique. « Tu ne te soucies pas des titres maintenant, Nathaniel, » dis-je doucement, lui offrant un sourire triste et plein de pitié. « Mais tu te souciais profondément du fonds fiduciaire quand elle a insulté ma famille à High Tide à Southampton. Tu te souciais du conseil d'administration quand elle m'a placé près des portes de la cuisine ce soir. Tu ne voulais pas protéger Eve, l'assistante de la galerie. Tu veux seulement la protéger maintenant qu'elle porte une couronne et contrôle tes comptes bancaires. » Nathaniel tressaillit comme si je l'avais physiquement frappé au visage. « Ce n'est pas juste, Eve. J'essayais de la gérer. J'essayais de maintenir la paix jusqu'à notre mariage. Un homme qui privilégie son héritage sur la dignité humaine de sa partenaire ne maintient pas la paix, Nathaniel. » J'ai répondu, mon ton ne laissant aucune place à la discussion. « Il choisit son maître. Je voulais que tu me choisisses quand je n'étais personne. Je ne te veux pas maintenant. » Mon père a posé une main lourde et chaude sur mon épaule, un geste silencieux de soutien absolu. Puis il a regardé Arthur Harrington, qui tremblait encore comme une feuille dans un ouragan, complètement brisé. « Arthur, » a dit mon père, s'adressant au patriarche avec un ton de finalité froide et bureaucratique. À l'ouverture des marchés européens lundi matin, le Fonds souverain royal de la maison Liam Sachs se désinvestit entièrement de l'équité Harrington et Fils. Chaque dollar, chaque euro, chaque actif tangible. Nous retirons notre liquidité complètement. L'ambassadeur Castile remettra les avis formels à votre département juridique dans l'heure. Un gémissement collectif et viscéral de désespoir est éclaté des tables environnantes où étaient assis les dirigeants Harrington. Se désinvestir de 64% de leur liquidité opérationnelle du jour au lendemain n'était pas seulement un coup financier lourd. C'était une condamnation à mort. L'entreprise s'effondrerait violemment avant mardi après-midi. « Votre Majesté, je vous en supplie. » Arthur a crié, tombant à genoux sur le sol de marbre froid. La vue d'un titan de Wall Street sanglotant à genoux en smoking était choquante. Ne détruisez pas tout ce que mon grand-père a construit. Ne détruisez pas des milliers d'emplois à cause des actions mal avisées de ma femme. Vous lui avez permis d'utiliser votre richesse générationnelle comme une arme contre les étrangers, Arthur. Maintenant, vous apprendrez exactement ce qui arrive quand on frappe négligemment une armure. Mon père a répondu, complètement impassible face aux larmes. Il a regardé Eleanor, qui hyperventilait, sa poitrine haletante, alors que la réalité de sa faillite imminente et de son exil social s'abattait sur elle. Et Madame Harrington, le roi Maximilien, a ajouté sa voix, portant la finalité d'un juge rendant une sentence à vie. Lorsque vous vous tenez en présence d'un monarque régnant et de son héritier direct, le protocole international exige que vous montriez une déférence immédiate. Votre mari, à son crédit, s'est souvenu de ses manières. Je vous suggère de vous souvenir des vôtres. Eleanor se figea. Toute la salle retint son souffle, la tension si épaisse qu'on aurait pu la couper avec un couteau à dîner en argent. Pour Eleanor Harrington, la fierté était de l'oxygène. Elle y avait passé toute sa vie d'adulte à exiger la déférence du monde, cultivant une aura de supériorité intouchable. L'idée de se soumettre publiquement sur son propre territoire, devant les mêmes mondains, rivaux et employés qu'elle avait dominés pendant des décennies, était un sort fondamentalement pire que la ruine financière. Mais en jetant ses yeux paniqués et larmoyants dans la pièce, elle ne vit aucun allié.
Charles Worthington la regardait avec une intensité meurtrière, calculant mentalement les poursuites qu'il intenterait contre sa succession. Betsy Astor, sa meilleure amie supposée, lui avait littéralement tourné le dos, essayant désespérément d'éviter toute association avec le navire en perdition. Son propre fils pleurait silencieusement et son mari était toujours prosterné au sol. Elle était entièrement, catastrophiquement seule. Lentement, douloureusement, Eleanor Harrington rassembla les volumineuses jupes de sa robe Oscar de la Renta métallique. Ses mains manucurées tremblaient si violemment que les lourds bracelets de diamants à son poignet s'entrechoquaient. Elle baissa les yeux, fixant d'un regard vide les débris brisés de sa coupe de champagne en cristal sur le sol. Et puis la matriarche de la société new-yorkaise, la plus vicieuse et la plus crainte, plia les genoux, inclina la tête et s'abaissa dans une courbette profonde, humiliante et parfaitement exécutée. « Votre Altesse royale », Eleanor me murmura, sa voix se brisant sur un sanglot pathétique et rauque de pure défaite. Je la regardais, mémorisant l'angle exact de sa tête inclinée, le tremblement de ses épaules, l'abandon absolu d'un tyran qui avait enfin rencontré une force inamovible. Je ne souris pas. Je ne me réjouis pas. Je lui offris simplement la seule chose qu'elle m'avait délibérément refusée depuis le moment où nous nous sommes rencontrés. Une simple et polie reconnaissance. « Bonsoir, Madame Harrington », dis-je doucement. Je lui tournai le dos, passant mon bras dans celui solide de mon père. « On y va, papa ?» demandai-je, la tête haute. Je trouve soudain l'air ici assez vicié. « En effet, ma chère. » Il sourit, ses yeux brillants de fierté. « J'ai mon jet qui attend sur le tarmac à Teterboro. Rentrons à la maison? » Oui. Je soufflais, sentant le lourd poids toxique des 2 dernières années se lever entièrement de ma poitrine. Rentrons à la maison. Garrett ouvrant la voie pour dégager le chemin, et la garde royale cérémonielle formant une parfaite et intimidante formation derrière nous, nous sortîmes de la grande salle de bal. La mer de milliardaires s'écarta à nouveau pour nous dans un silence de terreur absolue. Nous ne regardâmes pas en arrière alors que les lourdes portes en chêne se refermaient définitivement, scellant les Harrington dans le tombeau scintillant de leur propre fabrication. Dans les semaines chaotiques qui suivirent, les retombées furent tout simplement spectaculaires. Fidèle à sa parole, mon père a exécuté le retrait du fonds souverain à la seconde exacte où les marchés européens ont ouvert le lundi matin. Mercredi, les capitaux propres de Harrington et Fils faisaient l'objet d'une enquête fédérale massive de la part de la SEC pour une crise de liquidité soudaine et catastrophique. Vendredi après-midi, dans une tentative désespérée de sauver les fragments de l'entreprise restante, le conseil d'administration a forcé Arthur Harrington à une retraite immédiate et disgracieuse. Ils ont simultanément licencié Nathaniel, le dépouillant de ses capitaux propres, et le bloquant hors de l'empire même pour lequel il avait sacrifié notre relation. Eleanor, complètement dépouillée de son levier financier et activement évitée par son cercle social horrifié et autopréservateur, s'est retirée dans le domaine de Southampton. Il a bientôt été mis en vente pour couvrir leur dette juridique croissante, un monument vaste et vide à une dynastie qui a disparu du jour au lendemain. Quant à moi, je suis retourné dans mon pays. J'ai enfermé mes blazers Zara dans un coffre en cèdre et j'ai fait un pas complet dans la lumière aveuglante de mon héritage et de mes devoirs royaux. J'aimais toujours l'art impressionniste et parfois, le calme anonymat du métro new-yorkais me manquait encore. Mais je n'ai jamais oublié la leçon critique que j'ai apprise dans cette salle de bal scintillante. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin de dénigrer les autres, de manipuler les plans de tête ou d'écrire des chèques pour se sentir grand. Le vrai pouvoir attend simplement que la vérité arrive et observe silencieusement, tandis que les fragiles empires cruels des brutes se brisent comme du verre bon marché contre du marbre. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance royale et de karma ultime, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager. Cette vidéo est pour ceux qui aiment les rebondissements spectaculaires. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires vraies incroyables. Sonnez la cloche des notifications pour ne manquer aucune mise à jour.